théâtre à Matignon, Christiane Taubira a présenté aujourd'hui sa démission du poste de ministre de la Justice. À l'origine de cette décision, des désaccords profonds avec le gouvernement et le président sur la déchéance de nationalité. Et c'est justement sur cette mesure qu'Emmanuel Valls s'est empressé d'apporter une précision. Aucune référence à la binationalité, dit-il, ne figurait dans le texte de la révision constitutionnelle, une sanction qui sera par ailleurs réservée aux crimes les plus graves. Journée de commémoration aujourd'hui du 71e anniversaire de la libération des camps de concentration nazis. C'est au siège de l'ONU à New York que plusieurs personnalités vont se succéder à la tribune des Nations Unies. Nouvelle édition sur i24 News, bonjour à tous. Résister, c'est partir. Voilà la réaction de la garde des Sceaux sur Twitter après avoir remis sa démission. Christiane Taubira quitte donc ses fonctions juste avant que le débat sur la déchéance de nationalité arrive à l'Assemblée. Julia Galancia. C'est par un réseau social que Christiane Taubira a choisi de réagir à l'annonce de sa démission. Et tout est dit dans son tweet. Après des mois de tergiversation, sa démission intervient le jour où le Premier ministre Manuel Valls dévoile la dernière mouture de la réforme constitutionnelle voulue par François Hollande. Une réforme qui inscrit dans la Constitution l'état d'urgence ainsi que la déchéance de nationalité pour les auteurs de crimes terroristes. Une réforme à laquelle elle n'a jamais caché son opposition. À droite, la satisfaction est unanime. Pour moi, c'est une clarification sur la forme, parce que nous étions dans une incohérence totale. Madame Taubira avait lancé un défi à l'autorité du Premier ministre et du Président de la République. Il est d'ailleurs ahurissant que le Président de la République n'ait pas réagi plus tôt. Écoutez, depuis 2 ans, il n'y avait plus de garde des Sceaux. Maintenant, au-delà de cela, sur le plan politique, c'est un vrai sujet au sein de la majorité. On assiste à l'explosion en direct de la majorité de gauche. C'est le député du Finistère Jean-Jacques Urvoas qui a été nommé par le président de la République pour la remplacer. Un proche de Manuel Valls, un spécialiste des questions de sécurité. Une nomination qui confirme le virage sécuritaire pris par le président de la République depuis les attentats de 2015 et en particulier depuis le 13 novembre. La passation de pouvoir aura lieu dans l'après-midi. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Georges Fenech, député Les Républicains. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Vous avez écrit en mars 2014 un essai, une lettre ouverte à Christiane Taubira où vous avez critiqué notamment sa réforme sur la politique pénale. Vous avez par ailleurs été l'un des plus fervents, on peut le dire, détracteurs de Christiane Taubira. Alors quelle est votre réaction aujourd'hui suite à sa démission ? Écoutez, si vous me permettez d'abord, je voudrais saluer quand même la femme, son courage, son combat, lui dire que, évidemment, si j'ai pu critiquer pendant tous ces presque 4 années sa politique pénale, il n'en demeure pas moins, c'était une figure de la politique française, il faut absolument le reconnaître. Mais une figure de la politique française qui était à contre-temps historique de ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle en a tiré courageusement les conséquences, puisqu'elle s'est retirée. Aujourd'hui, les Français, ils attendent quoi? Ils attendent une justice qui soit indépendante. Sa réforme du Conseil supérieur de la magistrature, elle n'a pas pu la porter jusqu'à son terme. Les Français attendent d'une justice qu'elle soit ferme vis-à-vis de la délinquance. Les chiffres de la délinquance explosent. Et si les chiffres explosent, c'est parce qu'elle a mené une politique, je dirais, avec un certain angélisme vis-à-vis des récidivistes notamment. Souvenez-vous, elle a supprimé les peines planchées et autres réformes. Et les Français attendent d'une justice qu'elle fasse exécuter les peines, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'elle s'est refusée à construire le nombre de places qui manque en France, le nombre de places de prison. Voilà, donc on peut saluer la femme, son courage, son combat, son éloquence, son talent, ça c'est indéniable, son honnêteté intellectuelle, mais en même temps on peut dire c'est mieux pour la France, c'est mieux pour le gouvernement actuel aussi, que Mme Taubira tire sa révérence. Alors justement, on va revenir sur les conséquences politiques, le départ de Christiane Taubira et la nomination de Jean-Jacques Urvoas. Il faut le rappeler, c'est un proche de Manuel Valls et c'est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. C'est pas un peu finalement une victoire de la ligne Valls ? Oui, c'est sans aucun doute. D'ailleurs, on se souvient des conflits ouverts entre Manuel Valls, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, et Mme Taubira, garde des Sceaux. Donc il y a effectivement une ligne politique générale qui s'affirme à travers les déclarations, les actions notamment d'Emmanuel Macron en matière économique. Mais il y a aussi l'arrivée de Jean-Jacques Urvoas, qui est effectivement un grand juriste, très proche de Manuel Valls, qui a présidé la commission des lois avec une forme d'écoute vis-à-vis de l'opposition, je peux en témoigner,
Voilà, maintenant, attention, nous sommes dans l'opposition, le pays va très très mal, nous n'accordons pas un chèque en blanc à qui que ce soit, et même à Jean-Jacques Urvoas, son travail va être extrêmement difficile en peu de temps de redresser l'institution judiciaire qui est aujourd'hui complètement désarmée et complètement, j'allais dire, démoralisée parce qu'elle n'a pas sa place aujourd'hui qui lui met et qui lui revient. Merci Georges Fenech d'avoir répondu à nos questions. Voilà Christiane Taubira, un personnage politique très controversé, vous l'aurez compris, mais qui aura quand même eu quelques succès indéniables, Léa, en tant que ministre de la Justice. On va voir avec vous les réactions également. Oui, alors on se souvient notamment de la réforme qu'elle a conduite à bout de bras, celle du mariage pour tous, joute verbale à l'Assemblée et prise de position pour l'égalité des couples face à l'institution du mariage lui ont conféré un statut de star chez les partisans de cette réforme. Nous sommes le 12 février 2013. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi sur le mariage homosexuel. Ce projet de loi nous a conduits à penser autrui, à consentir à l'altérité. Penser autrui, disait Emmanuel Levinas, relève de l'irréductible inquiétude pour l'autre. C'est ce que nous avons fait tout le long de ce débat. Alors des déclarations qui ont contribué à sa popularité et aux nombreux hommages qui lui sont rendus aujourd'hui, notamment à gauche. Bruno Le Roux, président du groupe PS à l'Assemblée, déclare sur Twitter « Respect pour Christiane Taubira, avec qui j'ai travaillé en amitié et confiance ». Cécile Duflot, qui avait quitté le gouvernement dès mars 2014, a salué une décision de courage et de conviction. La fidélité à nos valeurs est une force. On va également voir des réactions de soulagement suite à l'annonce du départ de Christiane Taubira, de la démission de Christiane Taubira. Et les tweets viennent de la droite et de l'extrême droite. Ce n'est pas étonnant. Alors que Marine Le Pen déclare que c'est une bonne nouvelle pour la France, rien que ça, sa nièce Marion Maréchal Le Pen est laconique. La seule justice chez Taubira, sa démission. Et à droite, Jean-François Copé, qui fait son grand retour médiatique en ce moment, s'autorise un trait d'humour narcissique. Pour une fois que je n'avais pas demandé sa démission, smiley clin d'œil à l'appui. Et enfin, la Manif pour tous, le mouvement qui s'était opposé au mariage pour tous, a annoncé l'organisation d'un pot de départ aujourd'hui. Rendez-vous 19h30, place Vendôme. Alors finalement, malaise ou soulagement pour le gouvernement de Manuel Valls ? Écoutez, c'est la réaction de François Hollande qui résume le mieux la situation dans laquelle se trouve le gouvernement aujourd'hui. Même s'il a salué le travail de la ministre démissionnaire, il déclare avoir accepté sa démission car il doit y avoir une cohérence dans l'action et une éthique collective des membres du gouvernement. Il s'agit donc d'un soulagement car Christiane Taubira représentait un poids pour la majorité. Ces prises de position contraires à la ligne défendue par l'exécutif encombraient le gouvernement. Mais le président n'échappera pas au malaise. Pourquoi ? Car Christiane Taubira représentait la caution de gauche du gouvernement qui prend aujourd'hui, on peut le dire, un tournant social-libéral. Merci beaucoup, Léa Berdugo. Et suite à cette annonce, Manuel Valls a cru bon de préciser qu'il n'y aurait aucune référence à la binationalité dans la Constitution et que la déchéance de nationalité serait appliquée uniquement pour les crimes et délits les plus graves. Les précisions de Maxime Pérez. C'est sans Christiane Taubira, mais avec son successeur Jean-Jacques Urvoas, que la commission des lois s'est réunie. À l'ordre du jour, le projet controversé sur la déchéance de nationalité. Le Premier ministre Manuel Valls a cherché d'emblée à apaiser les esprits. Le gouvernement a décidé, en accord avec le président de la République, de proposer une nouvelle rédaction. Et elle repose sur les principes suivants. Aucune référence à la binationalité ne figurera dans le texte constitutionnel, ni a priori dans la loi ordinaire. La mesure avait provoqué une levée de boucliers à gauche, si bien que Manuel Valls a été contraint de manœuvrer. Le Premier ministre s'est engagé à faire des propositions à l'Assemblée. Mais sur le fond, il n'entend pas renoncer au projet de loi. Seules des infractions d'un niveau de gravité très élevé pourront justifier la procédure de déchéance, bien sûr. Les crimes, certes, mais sans doute aussi les délits les plus graves. Le chef du gouvernement était également attendu sur un autre dossier non moins épineux, l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution et sa prolongation au-delà du 26 février prochain. Là encore, il rassure. Le régime d'état d'urgence est un régime d'exception, nécessairement borné dans le temps. Le constitutionnaliser ne revient bien sûr en rien à instaurer un état
d'urgence permanent. Reste à savoir si ces messages d'apaisement permettront à la gauche d'arriver à un consensus, jugé jusqu'ici impossible. J'évoquais un peu hardiment. Et alors que les chauffeurs de taxi en France se mobilisent pour le second jour consécutif, on apprend que la société Uber France a été condamnée aujourd'hui à verser 1,2 million d'euros à l'organisation Union nationale des taxis pour, je cite, en défaut de communication à l'égard de ses chauffeurs, selon un jugement du tribunal de grande instance de Paris. 2 semaines après la levée des sanctions économiques contre Téhéran, Hassan Rouhani poursuit sa tournée diplomatique. Hier, le pape François, aujourd'hui François Hollande. Des rencontres symboliques, mais aussi largement axées sur la reprise des liens économiques et commerciaux entre l'Iran et les grandes puissances. Et direction Israël, comment honore-t-on la mémoire des victimes de la Shoah? Plusieurs journées de commémoration ont lieu. Yom HaShoah, le jour de l'anniversaire de la fin de la révolte du ghetto de Varsovie, mais aujourd'hui aussi à la résidence du président de l'État, à Yad Vashem. Le point avec Daniel Haïk. Depuis sa création en 1948, l'État d'Israël a marqué le souvenir de la Shoah au cours d'une journée du souvenir qui a été fixée selon le calendrier hébraïque au 27 Nissan, une date qui tombe aux alentours de la fin du mois d'avril et qui commémore la fin de la révolte du ghetto de Varsovie, une révolte qui avait été conduite par Mordechai Anilevitch, un sioniste retourné à Varsovie pour combattre aux côtés de ses frères et dont la statue se trouve juste derrière moi. Alors effectivement, donc, ce souvenir de la Shoah a été marqué dans l'État d'Israël depuis sa création. Et en Israël, on commémore également aujourd'hui, à l'occasion de cette journée internationale de la Shoah décidée par l'ONU depuis 10 ans, on commémore également ce souvenir de la Shoah, cette fois plus à travers des colloques, des débats, des conférences. Et l'un des colloques importants qui se tient aujourd'hui se déroule à la résidence du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, à l'occasion du 55e anniversaire du procès d'Adolf Eichmann, le tortionnaire nazi responsable de la solution finale qui avait été capturé par des agents du Mossad israélien en Argentine et qui avait été acheminé en Israël, jugé en Israël, condamné à mort et dont les cendres avaient été dispersées au-delà des eaux territoriales de la Méditerranée de l'État d'Israël. Et donc, quelque part, c'est à travers ce colloque que l'on mentionnera cette journée internationale de la Shoah, un colloque auquel participeront entre autres Rafi Eitan, qui a été l'un des agents du Mossad qui a capturé Adolf Eichmann il y a de cela plus de 55 ans. Les victimes, elles aussi, de la Shoah, les jeunes enfants séparés de leurs parents, parmi eux Joseph Nadanovska. Il s'est retrouvé privé de sa mère du jour au lendemain, sans autre famille. Il a été accueilli par l'assistance publique de Paris au milieu de milliers d'autres enfants. À Paris, c'est un reportage de Louise Manois. Moulins, petite ville tranquille de l'Allier. Monique Nadanovska se recueille près de la tombe de son mari, Joseph, abandonné par sa mère. Elle est partie sans savoir où elle était, ce qu'elle était devenue, qu'est-ce qui s'était passé. Depuis l'âge de 4 ans et demi, il s'est retrouvé seul dans la vie. En juin 1942, Shaindla Nadanovska est arrêtée puis déportée à Auschwitz. Elle n'est jamais allée chercher son fils à l'école. Recueilli par l'assistance publique, le petit Joseph découvre quelques semaines plus tard sa nouvelle famille dans la campagne française. Il grandit en chérissant le souvenir de sa mère, sans connaître son origine juive polonaise. J'ai dit, alors tu te souviens? Ah oui, parfaitement. Je me souviens très bien de ma mère. Elle était belle, elle avait de beaux cheveux, elle était très douce. Voilà, je me souviens qu'on faisait des promenades et tout ça. Bon. À sa majorité, le jeune homme écrit à l'assistance publique pour retrouver sa trace, mais il n'obtient rien d'autre qu'une confirmation d'abandon. Après son mariage avec Monique, il poursuit sa quête, en vain. J'avoue que ça a été, pour lui, ça a été dur, et puis pour moi, c'était la douche froide, quoi, parce que je n'imaginais pas que, bon, évidemment, puis j'étais jeune, alors moi, je ne m'imaginais pas que c'était pas possible, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, on ne peut pas savoir. Bon, pas question. Joseph n'obtiendra jamais d'autre réponse. C'est Monique qui découvrira la vérité un soir derrière son ordinateur. Par curiosité, elle navigue sur le site internet du mémorial de la Shoah. Et puis, sur un côté, il y a marqué personne recherchée ou personne déportée, je ne me souviens plus, personne recherchée, je crois. Tapez un nom, tapez le nom.
Bon, j'ai dit, je vais taper Nadanovska, hein, après tout. Mais juste, j'ai pas mis de prénom, hein, j'ai juste mis Nadanovska. Et alors là, mais à l'instant précis, en un clic, c'est grave de dire, d'un seul coup, le nom de sa maman est apparu, et je vois déporté à Auschwitz du camp de Drancy le 22 juin 1942 par le convoi numéro 3. Alors là, imaginez quand même un peu la stupéfaction. Monique se lance alors dans une longue enquête. Elle contacte des associations comme Fils et Filles de déportés juifs de France. Sous leur impulsion, une plaque a été déposée la semaine dernière à la mémoire de Joseph et sa mère au siège de l'assistance publique de Paris, en présence du directeur. D'emblée, en arrivant, M. Martin Hirsch m'a présenté ses excuses au nom de l'assistance publique. Et ça, évidemment, c'est un moment très fort. Hein. Comme lui, plus de 55 000 enfants ont été abandonnés entre 1940 et 1944 à Paris, dont au moins 184 enfants juifs. À suivre dans la seconde partie de cette édition. Au nord, au sud et au centre, les menaces sécuritaires contre Israël affluent des quatre coins de ses frontières. Le chef d'état-major israélien met en garde contre ces dangers. 27 janvier 1945, journée de commémoration de la libération des camps de concentration et d'extermination nazis par l'armée rouge. Et c'est au siège de l'ONU que les discours et les témoignages vont se succéder. Et puis enfin, les nominations des Oscars sont tombées. Vous le verrez, c'est une sélection très cosmopolite pour cette cérémonie française. À suivre. Suite de cette édition sur I24 News, focus à présent sur les menaces sécuritaires qui pèsent sur Israël. C'est le chef d'état-major israélien qui a mis en garde les citoyens sur le front nord, le Hezbollah, au sud d'Ansina et Daesh, et au cœur du pays, cette intifada des couteaux qui pourrait bien dégénérer. Tour d'horizon avec Mathias Inbar. 3 fronts et 3 sources de tension pour Israël. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot, dresse les prévisions sécuritaires pour 2016. Première menace pour Israël, le front nord. Le Hezbollah soutenu par l'Iran resterait pour Tsahal la principale menace. Et même si selon Eisenkot, le mouvement chiite ne devrait pas profiter de la manne financière garantie après la levée des sanctions contre Téhéran, un simple incident sécuritaire pourrait entraîner une guerre globale. En cas de conflit, on assisterait pour l'armée israélienne à un scénario catastrophe. Destruction d'avions de chasse israéliens, fermeture de l'aéroport international Ben Gurion, village israélien à la frontière libanaise conquis et soldats israéliens capturés. La riposte israélienne entraînerait alors un redécoupage de la carte du Sud-Liban. Seule nuance dans ce tableau anxiogène que dépeint l'armée israélienne, le Hezbollah, qui a déjà perdu plus de 1300 soldats depuis le début du conflit en Syrie, ne serait pas encore disposé à une troisième guerre du Liban. Front sud, 2 menaces conjointes, l'État islamique dans le Sinaï et le Hamas dans la bande de Gaza. Les groupes salafistes seraient responsables des derniers tirs de roquettes depuis Gaza contre le sud d'Israël. Le Hamas, lui, se serait déjà réarmé après l'opération Bordure Protectrice et continuerait toujours de creuser des tunnels offensifs vers le territoire israélien. Dernier front, terrorisme palestinien. La récente vague de violence, qualifiée d'intifada des couteaux, a fait 30 morts et plus de 250 blessés israéliens. Cette intifada pourrait s'intensifier selon Tsahal avec l'utilisation généralisée d'armes à feu et des attentats suicides. L'état-major appelle toutefois à prendre des mesures pour alléger la vie économique des Palestiniens, ce qui permettrait de calmer la situation sur le terrain. Et c'est le clash diplomatique du jour et c'est assez rare. Un Premier ministre face au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, déclare que le terrorisme est le résultat de la colonisation. Benyamin Netanyahou l'accuse d'encourager la violence. On regarde ce sujet, signé Maxime Pérez, on en reparle juste après. Un discours qu'il a voulu ferme et alarmiste. Mardi, devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est inquiété de la poursuite des violences au Proche-Orient et de l'absence de tout dialogue politique entre Israéliens et Palestiniens. Les attaques au couteau, les voitures béliers et les fusillades menées par les Palestiniens contre des civils israéliens, que je condamne dans leur ensemble, ainsi que les heurts entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes, continuent de prendre des vies. Mais les mesures de sécurité seules ne pourront endiguer ces violences. Elles ne peuvent être la réponse au profond désespoir qui habite certains Palestiniens, notamment les plus jeunes.
especially young people. Des déclarations qui ont immédiatement fait bondir Benyamin Netanyahou, déjà mis en cause sur la scène politique intérieure pour sa gestion de l'actuelle vague d'attentats. Le Premier ministre n'a pas mâché ses mots. Les propos du secrétaire général ne font que renforcer le terrorisme. Il n'y a aucune justification pour le terrorisme. Les meurtriers palestiniens ne désirent pas construire un État, ils veulent détruire un État. Et ils l'affirment publiquement. Ils souhaitent tuer des juifs partout où ils se trouvent et ils le disent publiquement. Il n'y a pas de meurtre qui serve la cause de la paix ou celle des droits de l'homme. Une escarmouche diplomatique qui satisfait les Palestiniens. Elle intervient suite à l'annonce d'un nouvel appel d'offres concernant 150 logements dans des implantations juives de Cisjordanie. La semaine dernière, c'était la saisie de 150 hectares de terres agricoles palestiniennes près de la ville de Jéricho, qui avait valu à Israël de vives condamnations internationales, y compris américaines. À la Dror, on connaissait déjà les positions du secrétaire général des Nations Unies sur la politique de Benyamin Netanyahou, mais là c'est une étape de plus qui a été franchie. C'est une progression dans la sévérité des propos, Éléonore. Il y a eu donc ces condamnations très vives, peut-être encore plus vives qu'auparavant sur les projets de construction dans les implantations, et puis cette phrase que l'on va voir s'afficher à l'écran qui a choqué tout le monde en Israël et même au-delà, comme d'autres peuples opprimés, et il est fait référence aux Palestiniens, comme d'autres peuples opprimés l'ont montré au long de l'histoire, dit Ban Ki-moon hier, il est dans la nature humaine de s'opposer à l'occupation. Une phrase prononcée alors qu'Israël enterre des jeunes femmes, des civils tués par des Palestiniens. Alors même si l'on se place dans la perspective de Ban Ki-moon, même si l'on parle d'occupation et de peuples opprimés, bien en général, des peuples qui luttent contre une occupation le font en s'en prenant aux forces armées et aux militaires. Et là, ce n'est pas le cas. La plupart des victimes de la vague de violence de ces derniers mois sont des civils. Par conséquent, même si l'on accepte partiellement la comparaison de Ban Ki-moon, les propos sont tout à fait excessifs. Et d'ailleurs, les Israéliens ont réagi très vivement. Netanyahou, on l'a vu, mais pas seulement lui. Dans l'opposition également, on a réagi avec beaucoup de sévérité contre les propos tenus par le secrétaire général des Nations Unies. Alors comment expliquer ce durcissement de ton de Ban Ki-moon vis-à-vis d'Israël ? Alors écoutez, on a l'impression que la communauté internationale se lasse du blocage de la situation entre Israéliens et Palestiniens et que malheureusement, du point de vue israélien bien évidemment, elle a tendance à faire endosser à Israël la responsabilité et l'unique responsabilité du blocage de la situation. Il faut rappeler peut-être le contexte. Les Européens, eux aussi, haussent le ton vis-à-vis d'Israël et même les Américains, l'allié le plus proche d'Israël. On se rappelle, il y a quelques jours, des propos tenus par l'ambassadeur américain en Israël, Dan Shapiro, contre, selon lui, le double standard appliqué par Israël quant au respect de la loi dans les territoires de Cisjordanie. Un standard pour les Israéliens, un standard pour les Palestiniens. Là aussi, ce sont des propos d'une sévérité inédite de la part d'un diplomate américain, même si évidemment la comparaison avec ceux de Ban Ki-moon n'est pas à faire. En tout cas, le contexte actuel est celui d'une sévérité plus grande de la communauté internationale vis-à-vis d'Israël. Merci, Dror Ben Sapir. Qui va gagner la prestigieuse récompense des Césars? Réponse dans la soirée. Alors Laetitia Loreni, que faut-il retenir de ces nominations? Réponse la soirée dans le 26 février. Le 26 février. À la soirée du 26 février. Voilà. Alors ce qu'il faut retenir, voilà, les paris sont ouverts, les nominations Césars ont été dévoilées ce mercredi matin. Ce sont 3 souvenirs de ma jeunesse d'Arnaud Desplechin et Marguerite de Xavier Giannoli qui mènent la danse avec 11 nominations chacun. Clash des titans du côté des nommés pour le prix du meilleur acteur, 7 acteurs en lice, vous les voyez à l'écran, Jean-Pierre Bacry, Vincent Cassel, Vincent Lindon, Gérard Depardieu, Anthony Tassan, Jésus Tassan, Fabrice Lucchini et François Damien, mais il se pourrait que le combat se serrerait entre Fabrice Lucchini, magistrat bourru dans l'Hermine, rôle pour lequel il a été récompensé à la Mostral Venise, et puis Vincent Lindon qui lui incarne ce chômeur humilié dans La Loi du marché, rôle qui lui a valu le prix d'interprétation à Cannes. L'acteur Vincent Lindon, il faut le rappeler, a été nominé 5 fois comme meilleur acteur au César. Il ne l'a jamais remporté. Disons que ça vous fait tout de suite penser à Leonardo DiCaprio. Voilà, notre Leonardo DiCaprio local. La Loi du marché, elle, le film, lui, est également nommé pour le meilleur film et est favori pour le remporter, ce prix du meilleur film. On va regarder un très court extrait. Moi aussi, j'avais un boulot. Moi aussi, je l'ai perdu. Et moi aussi, j'en ai bavé derrière. Je vais toucher 500 € par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois? C'est dans 9 mois, c'est là. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise? Ah oui, je pense, oui. Bah, vous pensez, vous êtes sûr?
Est-ce que vous avez envisagé la vente peut-être de l'appartement? Oui, mais c'est non. C'est non? Et bah, pour quelle raison? Ça serait comme si tout ce qu'on avait fait, ça avait servi à rien. Voilà. Du côté des actrices, faut pas les oublier, ces fantastiques actrices, eh bien, il se pourrait que celle qui remportera le prix de la meilleure interprétation féminine sera soit Catherine Fro pour son rôle de diva grotesque dans Marguerite, ou alors Emmanuelle Berco en femme aux prises avec la passion et ce pervers narcissique de Vincent Cassel dans le film Mon Roi de Mai Wen. C'est un rôle qui lui avait valu à Emmanuelle Berco déjà le prix d'interprétation à Cannes. Faut pas oublier de mentionner tout de même la performance d'Isabelle Huppert qui a été 12 fois elle nommée comme meilleure actrice, mais seulement une fois récompensée. Elle l'est nominée pour le film La Cérémonie et elle a obtenu pour La Cérémonie et pourrait être récompensée pour sa performance dans Valley of Love. Merci Laetitia Lorraine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. La suite de l'information dans un instant sur i24.